Il est 19h30 dans tout le Bénin. L'information prend la parole sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le gouvernement béninois annonce la création d'une agence chargée d'accompagner les afrodescendants souhaitant s'installer au Bénin. Cette structure vise à faciliter le accueil et à encadrer les démarches liées à l'acquisition de la nationalité béninoise, une décision issue du Conseil des ministres d'hier, les précisions dans ce journal. Les résultats du double scrutin du 11 janvier dernier sont connus. Nous savons qui siégera au Parlement et dans nos mairies. Vous suivez dans un instant l'analyse d'un syndicaliste. Une page majeure de l'histoire politique de l'Afrique de l'Ouest se tourne. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a officialisé la levée de toutes les sanctions résiduelles contre la Guinée, actant sa pleine réintégration dans les instances régionales. Bienvenue à toutes et à tous. Direction le Palais de la Marina, où s'est tenu ce mercredi le Conseil des ministres. À l'issue de cette rencontre hebdomadaire, plusieurs décisions majeures ont été annoncées, dont la création de l'Agence pour l'assistance au retour des afrodescendants, le paiement des droits et arriérés de salaire des ex-agents des musées publics. Le point complet des décisions, c'est avec le porte-parole du gouvernement. Création de l'Agence pour l'assistance au retour des afrodescendants. La mise en place de cette structure est une réponse aux attentes des nombreux requérants qui se manifestent depuis l'adoption de la loi 2024-31 du 10 septembre 2024 relative à la reconnaissance de nationalité aux afrodescendants. Il s'agit d'un dispositif institutionnel pour orienter, accompagner et canaliser le processus conduisant à l'acquisition de la nationalité béninoise dans un cadre organisé, sécurisé et lisible par les bénéficiaires. Il comporte l'avantage d'assurer sur la durée la cohérence et la continuité de la mise en œuvre de cette politique nationale. Ses principaux objectifs sont améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes éligibles en mettant en place un guichet unique de formalités permettant une orientation fiable sans se substituer aux autorités décisionnelles. Préserver les prérogatives régaliennes de l'État, notamment en matière de nationalité, en instaurant un suivi rigoureux, toutes choses contribuant à éviter la confusion de rôles entre les structures dédiées. En décidant de la création de cette agence, le Conseil a également approuvé ses statuts. Au plan des communications, en point 1, règlement des droits et arriérés de salaire d'ex-agents recrutés localement au niveau des musées publics. Dans le cadre du fonctionnement des 10 musées, certains conservateurs et gestionnaires avaient engagé localement des agents avec une rémunération aléatoire conditionnée par les entrées de recettes issues de la vente des tickets aux visiteurs. Mais la gestion des fonds ainsi collectés manquait de transparence et il a été mis fin à cette pratique en décembre 2018. Depuis lors, les recettes issues de la vente des tickets sont directement versées au Trésor public. De fait, ces établissements culturels n'ont plus les possibilités financières d'assurer la paye des agents concernés et ont été contraints de mettre fin à leurs relations de travail. C'est pourquoi, pour des motifs d'ordre social, le gouvernement a décidé de prendre en charge l'incidence financière résultant du règlement définitif des droits et arriérés de salaire des 10 agents. En point 2, réalisation des travaux de réhabilitation de la piste Gobet à Ejoko, station de pompage 1 et de ses bretelles dans la commune de Savet. La mise en service des stations de traitement de Gobet et de pompage à Ejoko a permis de résoudre définitivement la question récurrente de l'alimentation en eau potable des villes de Savet, d'Assazumé, Glazoué et environ. Il se trouve que pour favoriser l'approvisionnement en produits de traitement et en équipements indispensables au bon fonctionnement des installations, les voies d'accès sont très sollicitées et subissent des dégradations qu'il convient de corriger. C'est dans ce cadre que les présents travaux sont autorisés, à charge pour les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires
à la contractualisation avec les entreprises retenues pour leur exécution. En point 3, agrément au Code des investissements. 4 sociétés intervenant dans divers secteurs d'activité économique sont retenues pour le bénéfice des mesures incitatives du Code. Il s'agit, pour le régime des investissements spécifiques, de la société Talent et Spectacle Bénin SAS pour son projet d'installation de 2 salles de cinéma premium au Sofitel de Cotonou. Au régime B, la société Premium Rice Mill Industries d'Angbo Sarl pour le projet de reconstruction et d'exploitation d'une rizerie à Mitroyokon, arrondissement de Zungué dans la commune de Dangbo. Au régime A sont concernées les sociétés Bright Candle Sarl pour l'installation et l'exploitation d'une unité de production de bougies dans la zone industrielle de Semekpoji et Nishak Emballage Sarl en vue de l'installation d'une unité de fabrication d'emballages plastiques alimentaires à Siraru dans la commune de Ndali. La mise en œuvre de ces différents projets impactera positivement l'activité socio-économique dans les localités concernées. Dans l'autre actualité, l'affaire du décès d'une patiente au centre hospitalier départemental de l'Ouémé a provoqué une onde de choc jusque dans les sphères dirigeantes de l'État. À la suite d'une alerte largement relayée sur les réseaux sociaux, le gouvernement est monté au créneau annonçant une série de mesures destinées à faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Suivant Wilfried Léandre Mbedji. Je peux vous dire que oui, l'alerte est parvenue jusqu'en haut lieu, puisque très vite, le chef de l'État a été informé. Le ministre de la Santé lui-même a pris la situation à bras-le-corps et diligenté une enquête administrative, s'est porté lui-même sur les lieux pour discuter avec les responsables du CHDO afin de situer les responsabilités. Mais au-delà de cela, je peux vous informer de ce que ce jour, en marge du Conseil des ministres, notamment dans la rubrique des questions diverses, le sujet a été évoqué. Le gouvernement a saisi l'occasion pour partager la douleur de la famille éplorée et le chef de l'État a instruit formellement afin que les enquêtes qui sont en cours, que ce soit l'enquête administrative diligentée par le ministère de la Santé ou que ce soit l'enquête judiciaire à la diligence du procureur de la République, que les enquêtes se fassent de façon rigoureuse pour que les responsabilités soient totalement situées et que s'il y a des gens qui doivent répondre de négligence ou de faute professionnelle, que cela soit le cas demain parce qu'on a perdu une vie. Donc globalement, sur le sujet, c'est vous rassurer qu'il est connu, il est pris en charge et il faut être rassuré qu'à l'arrivée, les enquêtes nous situeront objectivement sur ce qui s'est effectivement passé ce jour-là au CHDO et les responsabilités seront totalement situées. En mission à Paris auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata, a rencontré les membres de la représentation diplomatique béninoise en France. À cette occasion, elle a présenté les réformes relatives aux ordres nationaux destinées à mieux faire connaître et valoriser les distinctions honorifiques béninoises au sein de l'ambassade. Regardons. Avant notre arrivée en 2016, à la Grande Chancellerie, il n'y avait que 4 ordres. L'ordre national du Bénin, l'ordre du mérite du Bénin, l'ordre du mérite social et l'ordre du mérite agricole. Nous avons constaté qu'avec ces 4 ordres, il y a des couches sociales qui n'étaient vraiment pas prises en compte, d'où la nécessité de la création d'autres ordres pour prendre en compte ces différentes couches. Aujourd'hui, nous avons la médaille militaire parce qu'il nous faut une récompense spécifique pour nos militaires qui aujourd'hui sont au front régulièrement au niveau de nos frontières nord à cause du terrorisme et du djihadisme. Il faut saluer leur bravoure, leur vaillance au combat. Donc il nous faut nécessairement un ordre de la défense et de la sécurité.
Nous avons la palme académique qui vise à récompenser nos meilleurs chercheurs, nos meilleurs scientifiques et nos meilleurs créateurs et inventeurs. On a l'ordre du mérite artisanal, on a l'ordre du mérite sportif, l'ordre du mérite féminin pour tous ceux qui, hommes comme femmes, travaillent à la promotion du genre. Donc, et en plus de ces ordres-là, qui sont au nombre de 10 aujourd'hui, nous avons créé le prix du grand maître parce que ne sont reconnus dans nos ordres que ceux qui ont au moins 10 ans d'ancienneté et 30 ans d'âge. Or, il y en a qui sont précoces dans l'excellence et dans le mérite. Faut-il les laisser? Non. Donc, d'où la création du prix du grand maître. Actuellement, ils sont en phase d'implémentation de ces ordres-là. Je vous l'annonçais en titre, les résultats du double scrutin du 11 janvier dernier sont désormais connus pour les législatives et les communales. L'Union progressiste Le Renouveau est arrivée en tête, suivi par le Bloc républicain. Le secrétaire général de la COSIBENA livre son analyse de ces résultats. Il est au micro de Romaric Dossa et Bernardin Bonumbo. Ces deux blocs ont été fidèles au pouvoir du président Patrice Talon, mais rien ne dit qu'ils seront fidèles au pouvoir du nouveau président. Donc, si le nouveau président parvenait à les maintenir fidèles à sa gouvernance, là, il y aura de la facilité à modifier les choses au profit du peuple. Mais si le nouveau président n'a pas cette vision des choses et voudrait conduire la politique de l'État dans la continuité de celle du gouvernement auquel il a appartenu pendant 10 ans, ça, je pense que ces députés, ces maires ne pourront rien faire de particulier pour arranger la situation du peuple. Donc, la balle est beaucoup plus dans le camp du nouveau président qui sera élu que dans le camp des députés. Il se pose un autre gros problème, c'est le problème de la stabilité du pays. Parce que un pays dans lequel les minorités n'ont pas droit à l'expression, à s'exprimer dans le débat public, dans le débat politique, dans les orientations du développement, ça pose un problème. Parce que seuls les grands auront droit à la parole. Alors que la stabilité du peuple, la stabilité du pays nécessite qu'il y ait un conflit permanent, qu'il y ait des remises en cause permanentes entre les gouvernants et le peuple. Le peuple qui se soulève, qui dit non, je ne suis pas d'accord avec ceci, le gouvernement s'explique et le convainc sur la nécessité d'aller dans sa direction, où le gouvernement réajuste sa politique et l'adapte à la volonté du peuple. Mais jusque là où nous sommes, tel que les choses se passent, c'est que les minorités n'auront pas droit à la parole. Personne n'aura le courage de dire le contraire de ce que pense le régime. Et ceci ne garantit pas une stabilité du pays à long terme. Et beaucoup de pays ont expérimenté, et même le Bénin a expérimenté par le passé le système de pensée unique. Ce qui ne nous a pas permis d'aller de l'avant. Et ce qui s'est soldé par un échec cuisant. Donc, il vaut mieux permettre et redimensionner le système politique pour permettre à ce que même les minorités aient droit à la parole et qu'ils disent ce qu'ils pensent, que de les empêcher par des lois d'être présents à l'Assemblée nationale et qu'on empêche la société civile de pouvoir s'exprimer aussi librement qu'il aurait souhaité et qu'on empêche les organisations syndicales d'exercer aussi librement qu'elles le pensent, et ce n'est pas gage de stabilité. Et la stabilité à long terme du pays réside dans la confiance
que le peuple a en ses dirigeants réside dans la complicité qui existe entre le peuple et ses dirigeants. Donc, moi, j'inviterais ces députés, ces maires et le chef de l'État qui sera élu très prochainement à chercher des voies et moyens pour être à l'écoute, à être plus proche du peuple et à véritablement se réconcilier avec le peuple à travers des lois, à travers des actions qui rassurent le peuple, qui permettent au peuple de se reconnaître à travers ses dirigeants. En interactualité, c'est une décision qui marque la fin de plus de 4 années de mesures restrictives imposées à la Guinée suite au coup d'État intervenu en septembre 2021. Par un communiqué, le Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO a annoncé ce mercredi la levée de toutes les sanctions à la Guinée. La CEDEAO a aussi décidé de réintégrer pleinement le pays dans tous les organes décisionnels et dans les activités d'intégration régionale de la communauté. Le reportage. C'est un retour à la normale pour la Guinée, dans la sous-région ouest-africaine. Après l'Union africaine, c'est au tour de la CEDEAO de mettre officiellement fin aux mesures restrictives qui pesaient sur le pays. Depuis le coup d'État de 2021 et la chute du président Alpha Condé, le gouvernement de transition du colonel Mamadi Doumbouya faisait face à de nombreuses sanctions. En février 2024, la CEDEAO avait déjà assoupli les sanctions. Les restrictions sur les transactions financières avec ses institutions membres avaient ainsi été levées. La tenue du référendum constitutionnel en septembre et l'élection présidentielle en décembre, qui ont eu lieu dans un climat apaisé, ont conduit l'institution à finalement lever toutes les sanctions restantes avec effet immédiat. Âgé de 41 ans, le général Doumbouya a remporté l'élection présidentielle avec un score écrasant de plus de 86% des voix. Il installe donc un pouvoir élu après 4 années de transition militaire. La CEDEAO exhorte le gouvernement à intensifier ses efforts visant à consolider la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit, ainsi que le développement économique et social. Après une audience marathon ce mardi, l'instance disciplinaire de la Confédération africaine de football a rendu sa décision dans la nuit d'hier. Les deux fédérations écopent de lourdes amendes, ainsi que le sélectionneur Pape Thiaw. 2 joueurs de chaque équipe, dont Achraf Hakimi et Iliman Ndiaye, sont par ailleurs sanctionnés par plusieurs matchs de suspension suivants. Le jury disciplinaire de la CAF a rendu son verdict mercredi, près de 2 semaines après la finale de la CAN Maroc 2025, opposant le Sénégal au pays hôte. Pape Bounatiao est suspendu pour 5 matchs et devra s'acquitter d'une amende de $100 000 pour comportement antisportif et atteinte à l'image du football. Par ailleurs, Ilman Sheikh Barom Ndiaye et Ismaël Assar ont chacun écopé de 2 matchs de suspension pour comportement antisportif. Au total, ce sont $715 000 que la Fédération sénégalaise de football devra verser à la CAF. De son côté, le Maroc a également été sanctionné $415 000 d'amende à la Fédération royale marocaine de football pour divers faits, comportement antisportif, comportement inapproprié des joueurs et des ramasseurs de balles. Sur le plan individuel, Achraf Hakimi a écopé d'un match de suspension, tandis qu'Ismaël Saïbari a été suspendu pour 3 matchs et condamné à une amende de $100 000. Enfin, le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la Fédération marocaine concernant des violations présumées des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. À Mogadiscio, une session conjointe du Parlement somalien a viré au chaos sur fond de profondes divisions politiques. Des échauffourées entre députés ont conduit à la suspension des débats consacrés à des amendements de la Constitution provisoire de 2012. L'opposition accuse la majorité de vouloir prolonger les mandats politiques arrivant à échéance dans les prochains mois. Le reportage. Scène de chaos ce mercredi au Parlement somalien. Une session conjointe a été suspendue après que le président du Parlement a tenté de faire adopter des amendements constitutionnels. L'opposition affirme que ces changements prolongeraient le mandat des députés.
Si la Constitution est violée, cela signifie la destruction de la souveraineté nationale de la Somalie. Ces députés sont aujourd'hui le symbole de la sauvegarde du Parlement, car ils ont protégé l'existence de la souveraineté de la Troisième République. Des députés qui ont déchiré des documents, crié des slogans et sifflé ont interrompu la séance. Nous avons réussi à distribuer l'agenda aux députés et à leur permettre de le consulter. Mais je me demande comment un parlementaire qui a le droit de montrer son opinion par la résistance passive et de dire oui ou non devant le Parlement peut recourir à la violence. Ce n'est pas acceptable. La Somalie est sous une constitution provisoire depuis 2012. Chaque tentative de finalisation relève de profondes divisions sur le partage du pouvoir entre le gouvernement fédéral et les États régionaux. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.